la même place. On se revoit après bien des années. Depuis le temps, vous n'avez pas changé. Bonsoir à toutes et à tous, on est avec vous ensemble au salon depuis une semaine exactement et cela jusqu'au dimanche 12 novembre pour accompagner le salon du livre francophone de Beyrouth et surtout illuminer vos après-midi empreints d'incertitude et vous donner une certitude, c'est que notre culture est ce que nous en faisons, tel que l'a dit si bien Leila Slimani, lauréate donc du Goncourt 2016. En parlant du Goncourt, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir comme premier invité un membre de l'Académie Goncourt, grand romancier très apprécié au Liban et partout d'ailleurs. On était impatients donc de le recevoir au Liban. Voilà, il est là. Il sera avec moi dans quelques instants dans un face-à-face inoubliable. Aujourd'hui face à face, on oublie tout et le passé s'efface. Tout ce bonheur que vous m'aviez volé, à l'instant même on peut le partager. Alors venez. On se retrouve aujourd'hui face à face, dit la chanson de Linda de Souza. Eh bien oui, nous l'avons avec nous face à face. Bonsoir Eric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Quel immense plaisir que de vous retrouver ici à Beyrouth, au Salon du Livre. C'est votre première visite au Liban? Ah non. Vous savez, d'abord, moi, le Liban, je l'ai connu par les Libanais. Ouais. Parce que vous savez, il y a plus d'ambassadeurs du Liban en dehors du Liban qu'au Liban. Et j'ai des amis libanais, des proches, des intimes libanais. Et c'est la 3e fois que je viens au Liban. C'est la 3e fois déjà Ouais. que vous venez au Liban. Et qu'est-ce que vous aimez le plus chez nous? Le dynamisme. Et puis l'espèce de morale vitale qui consiste à se dire on vit au présent, on danse sur un volcan. Ah oui, c'est beau, Ouais. c'est joli Ça comme me, comparaison. moi, j'en tire des leçons, cette espèce de façon de vivre au présent, intensément le présent, parce que le demain est incertain. Et Aujourd'hui est aussi incertain. aujourd'hui mais bon. est incertain, demain est incertain. C'est tellement vrai, c'est tellement juste. Et garder l'énergie de vivre, d'entreprendre et même la joie d'exister dans ce cadre-là, c'est une belle leçon. Le silence bavardé entre nous, vous le dites si bien dans votre roman L'Évangile selon Pilate. Aujourd'hui, le silence n'aura pas sa place. On a tellement de choses à vous demander. Et donc d'abord, ce que j'ai envie de vous poser comme première question, c'est une question concernant votre dernier roman, La vengeance du pardon. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu d'une traite, en ne voulant surtout pas qu'il le finisse. Hein, c'était ça. Et ce que j'ai aimé, c'est l'oxymore du titre, La vengeance du pardon. Ces deux mots qui ne sont pas du tout en accord habituellement. Non, généralement, quand on nous fait du mal, on a le choix entre deux attitudes, se venger ou pardonner. Et donc, ça semble s'exclure. Et moi, je voulais montrer que c'est plus complexe que ça. Je suis un partisan du pardon. Mais tout en étant un partisan du pardon, je pense qu'il y a des beaux pardons et des mauvais pardons, qu'il y a des pardons purs et des pardons impurs. Parfois, on pardonne pour avoir le beau rôle. Parfois, on pardonne pour garder une supériorité sur l'autre, parce que c'est très difficile d'être pardonné. Et puis, parfois, le pardon est inconsidéré, parce qu'il faudrait peut-être mettre des limites et ne pas pardonner toujours. Enfin, donc j'examine dans le roman, à travers des histoires et des vrais personnages. 4 différents récits. Ouais, 4 hein. histoires Oui. différentes et des personnages plein de vie et que j'aime. Toutes les facettes du pardon. Bon, laquelle de ces 4 histoires vous préférez? Celle des jumelles Barbarin, de Madame Butterfly, d'Élise ou de Werner et Daphné? Ah bah dites-moi laquelle vous préférez vous d'abord. Moi, c'est la fin. Non, c'est pas la dernière, c'est celle d'Élise. Et le prisonnier. La vengeance du pardon, Ah oui, celle ça, qui c'est- porte le titre. Ouais, bah celle-là, c'est waouh. Et jusqu'à la dernière minute, vous nous tenez en haleine. Mais c'est ça, c'est fou. Hein. Comment vous faites ça? Bah, Comment c'est ce vous que arrivez j'adore, à- moi. C'est ce que j'adore faire, c'est tenir en haleine et puis à la fin surprendre. C'est ce qu'on appelle des histoires à chute. Ah chut, c'est comme Voilà. les articles Voilà. journalistiques. Et tout d'un coup, à la fin, on se dit ah, il faut que je re-regarde ce qu'il y avait avant parce que j'ai pas tout compris, ou alors c'est l'éclairage. Et ça c'est une chose que j'adore qu'on me fasse en tant que lecteur, mais alors que j'adore faire à mon lecteur. Ah oui. Parce que je pense à lui à chaque phrase, à chaque instant, et je prépare comme un artificier mes surprises. Mais surprise, en parlant de pardon, vous dites à page 162, Mandine pardonnait mieux, elle se situait au-delà du pardon, Oui. elle avait effacé l'ardoise du passé. Donc pour vous, le pardon, c'est l'oubli carrément, c'est oublier. Non, je crois que pardonner, c'est pas du tout oublier.
Au contraire, pardonner, c'est être conscient de ce qui s'est passé, mais décider de passer au-dessus. Je dirais que pardonner, c'est dire à l'autre, je ne te résume pas au mal que tu m'as fait. Je ne te réduis pas à un seul de tes actes parmi les milliers d'actes que tu as faits. Je considère que tu es un être humain capable du pire et du meilleur et je passe par-dessus ce que tu as fait de mal parce que ce n'est pas toi, c'est juste un de tes actes. C'est beau. Et donc, oui, si on croit à l'humanité, on croit au pardon et on a besoin de faire exister le pardon. On retrouve beaucoup de mysticisme, de psychologie dans vos ouvrages, dans vos romans. Je remarque par exemple dans les 2 couvertures des 2 derniers ouvrages que vous avez là, il y a beaucoup d'étoiles. C'est comme les étincelles, les étoiles que vous faites briller dans les yeux de vos lecteurs. Ah, bah ça me plaît, votre définition. Ah oui, j'adore. Bah, c'est aussi les étoiles du cosmos et de la métaphysique. C'est-à-dire que, voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas peur du spirituel et qui pense que la vie est entièrement traversée par le spirituel et par des questions existentielles et des questions métaphysiques. Maintenant que je suis au jury du Goncourt, j'ai mieux compris ce que j'avais de différent des autres parce que je lis mes contemporains. Et c'est vrai que peu de mes contemporains sont traversés autant par les questions de la spiritualité, les questions de la métaphysique, les questions de la philosophie. Et quand on est tellement profond, est-ce qu'on n'a pas peur d'entamer le prochain roman, de penser à des idées encore plus profondes, encore plus fortes? Alors peur, mais tout le temps. Et quand j'aurai plus peur, j'arrêterai tout. N'ayez pas peur et n'arrêtez pas, s'il vous plaît. Mais c'est bon d'avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a peur, on mobilise toutes ses forces pour faire. Et moi, j'ai à chaque fois peur de ne pas être à la hauteur de l'histoire que j'ai dans la tête, pas être à la hauteur du sujet, parce que parfois j'aborde des sujets très ambitieux. Voilà, j'ai toujours peur de faillir, de manquer à mon travail, à la mission que m'ont donné mes personnages ou aux valeurs que parfois je veux transmettre. Oui, donc j'ai peur, mais bonne peur, bienheureuse peur. Pourquoi vous écrivez, Éric Emmanuel Schmitt? Ça, c'est la question à laquelle je fais semblant de répondre depuis 50 ans. Oui. Est-ce que si on demandait à un pommier pourquoi il fait des pommes, qu'est-ce qu'il pourrait répondre? Je crois que je suis naturellement écrivain comme un pommier est naturellement pommier et un poirier poirier. C'est-à-dire que je n'ai même pas choisi d'être écrivain. J'ai des histoires dans la tête, elles sont très nombreuses. J'ai 5 ou 6 romans dans la tête, 15 nouvelles, 7 ou 8 pièces. Et je me dis, oh là là, pourvu que j'ai le temps de les écrire. Mais c'est ça, 1001 vies, c'est ce qu'il vous faut, 1001 vies. C'est c'est comme le titre d'une de vos pièces. Ouais, 1000 ça suffit pas, 1001 au moins. Oui, bah, c'est mon aspect libanais, ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire la vie est passionnante, ne perdons pas une seconde. Justement. Dans Oscar et la Dame Rose, vous dites, la souffrance physique, on l'a subie, la souffrance morale, on l'a choisie. Quel beau message. D'après vous, on a le choix d'être heureux? Je crois vraiment qu'on peut cultiver la joie plutôt que de cultiver la tristesse. Qu'est-ce que c'est la joie? Qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est le manque. Alors si on regarde sa vie sous l'angle de la tristesse, c'est-à-dire si on regarde tout ce qui nous manque, il nous manque toujours quelque chose. Il nous manque du temps, il nous manque des êtres qu'on a perdus, il nous manque de l'argent, il nous manque toujours quelque chose. Mais la même vie, on peut la regarder sous l'angle de la joie. La joie, c'est pas le rapport à ce qui nous manque, c'est le rapport à ce qui est et le rapport à ce que l'on a. Et se contenter de ce que l'on a, même si on peut essayer d'avoir plus. Et puis se réjouir d'être, d'exister, se réjouir d'être en relation, d'être là, présent au monde. Alors à ce moment-là, donc vous voyez la même vie, si vous appuyez sur le bouton joie ou tristesse, elle est joyeuse ou elle est triste. La même vie. Donc c'est le regard qu'on porte sur nos vies qui change nos vies. Donc on a du pouvoir sur nos vies. Notre humeur du moment également. En quelques mots, j'ai envie de vous faire un petit questionnaire de Proust. Quelle est votre couleur préférée, Éric Emmanuel Schmitt? Ma couleur préférée, le bleu. Le bleu, on le remarque bien. Votre parfum? Mon parfum, c'est un parfum que j'achète à Florence, en Italie, qui est un parfum qui est fait de fleurs d'oranger et de chèvrefeuille. En fait, je pense que ça doit être un parfum de femme, mais sur moi, non. Votre idole? Mon idole, Mozart. Et votre occupation favorite? Mon occupation favorite, rêver, mais rêver éveillé.
Le mot français est très vilain, rêvasser, Ah oui, mais rêvasser. en fait imaginer. Dernière chose, votre lieu préféré, votre petit coin de paradis. Vous parlez de paradis au début de Vengeance du pardon. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est pas un cèdre du Liban, c'est un tilleul de Belgique. Ah oui. C'est dans ma maison de campagne. Lorsque je visitais des maisons pour savoir où je pouvais m'installer, ma chienne et moi, on voulait plus quitter cet arbre. Et elle restait dessous en me disant c'est là. Super. Et alors j'ai acheté la maison à cause de l'arbre. À cause de l'arbre. Et je vais passer beaucoup de temps sous l'arbre. Super. À nous écrire de belles histoires. Merci beaucoup, Merci à Eric vous. Emmanuel Schmitt, pour votre passage sur notre plateau. À présent, une petite pause publicitaire. Dans notre rubrique Mabrouk ou félicitations à la libanaise, nous annonçons aujourd'hui un prix événement au sein du Salon du livre francophone de Beyrouth, le choix Goncourt de Lorient organisé par l'AUF en partenariat avec l'Institut français. Bonsoir Selma Kojok. Bonsoir. Vous êtes présidente donc du grand jury de ce prix tant attendu. L'annonce a été faite il y a quelques instants. Dites-nous qui est l'heureux lauréat ou l'heureuse lauréate de ce prix cette année. Alors effectivement, l'annonce a eu lieu il y a quelques instants, ici même au Salon du Livre. Et nous avons beaucoup de plaisir et de bonheur à vous annoncer que le lauréat du Goncourt Choix de Lorient 2017 est Bakita de Véronique Olmy. Excellent. Voilà. Bakita de Véronique Olmy. On voit la photo là, donc de l'auteur et de l'ouvrage. Ça parle de quoi cet ouvrage? Alors c'est un livre assez extraordinaire sur l'histoire d'un personnage qui a réellement existé et qui est mis ici en fiction par Véronique Olmy. Bakita est une petite fille qui a 7 ans quand elle est arrêtée à la fin du 19e siècle au Soudan actuel. Elle est arrêtée par des esclavagistes et elle est donc réduite en esclavage. Elle mène une enfance et une adolescence absolument difficiles, tourmentées. Sa vie est parcourue par la douleur, la misère. Et pourtant, cette femme va connaître un destin assez exceptionnel. À la fin de l'adolescence, elle a cette occasion assez extraordinaire de pouvoir quitter le Soudan, toujours en tant qu'esclave quand même. Elle va en Italie et dans sa vie, elle va réussir un jour à dire non, à se libérer et à découvrir une forme de joie intérieure, une forme de paix intérieure. Excellent. C'est un ouvrage donc, qui a plu aux jeunes, c'est ce qui est joli. Énormément. Et ma question s'adresse à M. Hervé Sabourin. Vous êtes le directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie qui organise ce prix depuis combien d'années? C'est la 6e édition. C'est la 6e édition oui. Et ça continue donc de faire bouger les jeunes, de garder cette dynamique auprès des jeunes. Parlez-nous un peu de comment ça se passe, la logistique des choses et l'intérêt de ce prix. Écoutez, moi, de toute façon, je suis ce soir excessivement heureux parce que cette 6e édition a dépassé absolument toutes les espérances. Vous savez que c'est un prix qui a la vertu d'être à dimension régionale. Rendez-vous compte, cette année, 12 pays de la région qui étaient présents et qui ont participé en fait à la lecture de ces ouvrages. 12 pays, 33 universités, parce que rappelons-nous, ce prix a cette originalité d'avoir des jurys qui sont composés d'étudiants, de jeunes, c'est joli. des femmes et des hommes qui en fait lisent des livres en français. Alors comment ça se passe? C'est très simple. En fait, il y a à peu près un mois, on a envoyé à toutes les universités de la région des livres. Les livres 8 voyagent livres. partout dans Ils la ont voyagé. région, c'est beau. Je me rappelle même, je vais vous donner, vous dire un petit truc. Moi, j'ai été au Soudan il y a quelques semaines et c'est moi-même qui ai emporté dans ma valise les 8 bouquins que j'ai offerts aux étudiants. Bref, donc ils arrivent, ces livres, les étudiants les lisent. Ensuite, dans les universités se constituent des jurys. Les étudiants échangent, disent ce qu'ils pensent des bouquins. Et puis, chaque jury va nommer un favori. Okay. Et puis, aujourd'hui, au Salon du Livre francophone à Beyrouth, chaque président de jury vient. Et puis il y a un grand jury qui est présidé par Mme Kojok qui décide du choix de l'heureux lauréat. Excellent. Oui, continue. Oui, je voulais vous dire que moi, ce qui m'a fasciné en fait cette fois-ci, peut-être que c'est sans doute l'édition la plus accomplie parce qu'en fait, on a évidemment désigné un très beau bouquin, mais c'est vrai à chaque année, mais surtout les échanges qui ont eu lieu.
avec ces jeunes femmes et ces jeunes hommes C'est joli qui ont dynamique de la lecture. partagé des véritables valeurs. Ils ont été très loin dans la discussion, ils ont été dans le fond des choses. Et comme vous l'avez expliqué, Madame Kojok, il s'agissait quand même d'un parcours sur la condition humaine. Eh bien, c'est tous ces jeunes-là, issus de tous ces pays-là, en ont parlé avec amour, avec passion. Ma dernière question, Hervé Sabourin, c'est que c'est pris donc de la shortlist du Goncourt, mais c'est très rare que ça soit le même livre qui soit lauréat dans les deux cas. C'est drôle, hein? Donc celui qui a remporté le Goncourt, c'est pour l'ordre du jour, c'est un autre livre, c'est très différent. Mais les jeunes ont préféré autre chose. Les jeunes de la Oui, région. il y a peut-être ça, mais il y a aussi autre chose. N'oubliez pas que le Goncourt est désigné par une académie qui est en France, en Europe, et que là, il s'agit d'un prix qui est désigné par des personnes du Moyen-Orient. Donc automatiquement, les cultures sont différentes, les intérêts. Et ça a été dit d'ailleurs aujourd'hui par les étudiantes. Eh ben, nous, on a préféré ce livre-là parce qu'il correspondait beaucoup plus finalement à ce qu'on a au fond de nous. Merci. Et rendez-vous l'année prochaine pour le prochain Goncourt de Lorient. Merci pour votre passage sur notre plateau. Mais non, Bilario quittait. Il y a que dans mon gala qu'on les voit, mais je le lis pas. Allô, oh, y a toujours pas. C'est tellement injuste. Ce réseau, c'est magique, c'est pour le fric, pour payer leur dette au fisc. Je vais me les faire dans le poulailler, 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 quelle affaire. Donc on parlait de ces jeunes étudiants de la région qui ont choisi parmi la shortlist de la liste Goncourt leur préféré. Avec moi sur le plateau, deux étudiantes. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Yatik on l'a fait comme on dit en bon arabe. Vous avez accompli un très bon travail. Donc Nour Saba de Luzek et Shaza Rifai de Bilzeit de Palestine. Quel plaisir que de vous recevoir sur notre plateau. Ma question s'adresse à vous, Shaza, en premier. Donc, venir de la Palestine pour parler d'un ouvrage francophone au Liban, c'est beau. Quelle aventure, hein? Oui, c'est vraiment une aventure. C'était un peu... C'est toujours difficile pour les Palestiniens de venir ici en Palestine. Shaza? Ouais, oui. Ouais. Donc, c'était un peu une aventure, mais... Oui, ça vient passer. Mais c'est très, très intéressant d'être ici parce qu'il y a plusieurs nationalités, ils sont très différents. Et d'être ici à cause de la passion de la littérature, c'est vraiment quelque chose de très différent ouais, aussi, super. Nour Saba, donc vous venez de l'USEC, de l'Université Saint-Esprit de Kaslik, vous êtes libanaise. C'est beau d'entrer dans cette dynamique, de lire des ouvrages pour décerner soi-même un prix. En fait, c'est très beau. Ce n'est pas la première année que nous participons à ce concours. Ça permet de voir qu'il y a encore des gens qui sont passionnés pour les lettres et pour la littérature. Donc, à vraiment voir comment notre jury à l'USEC travaillait, vraiment, c'était magnifique. Comment vous avez travaillé? Parle-moi un peu des coulisses. Comment vous avez décidé? Est-ce que c'était une bataille serrée? En fait, pas trop. Pas trop. Nous avons tout de suite, c'était notre coup de cœur, Barita. Ah oui. Donc, dès l'embarcation dans la lecture, nous avons été passionnés directement. Par quoi vous avez été passionnés? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet ouvrage? L'histoire, le style de l'auteur qui est un style différent, la narration, cette minutie dans la description vraiment qui n'est pas présente dans les autres et qui montre la souffrance qu'a vécue Barita. C'est donc le même sentiment qui a été partagé par vous? Juste ajouter que je pense que pour chacun de la jury, c'était un roman plus personnel parce que chacun pouvait s'identifier avec Barita dans sa propre manière. Donc, c'était très intéressant de voir les différents points de vue du même œuvre. Donc, ouais. C'est ça le défi. Ouais. Et même les jeunes hommes ont aimé ça. Bon, pour une jeune femme, on s'identifie parce que c'est une femme. Même les jeunes hommes qui étaient avec vous ont aimé ça, nous? Oui, exactement. Parce que ça prône l'humanité en fait et ça ne fait pas l'éloge du christianisme. C'est ça qui nous a attirés le plus. Donc même si ça retrace les événements clés de l'existence d'une sainte, mais ça ne prône pas le christianisme du tout. Au contraire, ça se concentre sur l'humain et sur l'humanité. D'accord. Donc vraiment d'une pierre deux coups. Aimer la lecture, découvrir de nouveaux horizons. Donc vous aimez lire, vous, en Palestine? Vous lisez beaucoup en français ou pas trop? Oui, en français, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui lisent, peut-être en arabe ou en anglais, mais en français, pas beaucoup. Donc, ici, c'est l'importance de ce genre, ce type
d'événements de prix concours parce qu'elle encourage les gens à lire en français. À lire. Ouais, donc, Et Nour, ça a été une belle expérience de partager avec les autres étudiants du monde arabe. Très belle expérience parce que malgré les différences, malgré tous les pays donc nous provenons, nous avons remarqué qu'il y a cette union, qu'il y a cet homme qui est en nous, compte tenu donc de nos religions qui sont très différentes et qui sont variées. Donc c'est ça qui était passionnant en fait. D'accord, c'est excellent. Et ça vous a donné envie de lire encore plus d'autres ouvrages? Exactement, parce que nous n'avons pas eu le temps de tout lire. Donc maintenant, ça nous donne l'envie de lire ce qui n'a pas été lu. Excellent, merci beaucoup. Bonne Merci chance à pour la vous. suite. Merci beaucoup. À présent, nous arrêtons avec une petite page publicitaire. Voilà, notre fusée Destination Ambition démarre. Avec nous ce soir, Nibal El-Kadi, responsable des admissions à l'ESA. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Si le MBA existe à l'ESA depuis 21 ans, le Bachelor est tout jeune. Il vient de commencer il y a quelques années. C'est pour répondre à la demande donc grandissante. C'est pour cela que ça existe. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, l'ESA Business School était surtout connue pour ses postgraduate programs ou alors les programmes à partir du niveau du master tels que le MBA, l'Executive MBA, master en finance. Il y a 4 ans, nous avons lancé notre Bachelor in Business Administration. C'est un programme qui s'est naturellement imposé à nous et qui est venu compléter le portefeuille de programmes d'excellence que nous offrons aux jeunes étudiants libanais. Et quels sont les parcours proposés par ce programme en particulier? Alors, ce programme est en partenariat avec l'ESSEC Business School. L'ESSEC, c'est une des meilleures écoles de commerce dans le monde. Ils ont d'ailleurs été classés plusieurs fois numéro 1 pour ce bachelor en particulier. Donc nous avons 2 parcours que nous proposons à nos étudiants. Les 2 parcours commencent par un tronc commun qui sont les 2 premières années au Liban et en cours de la 2e année, l'étudiant fait son choix s'il veut finir le programme à l'ESSEC ou s'il préfère rester à l'ESA à Beyrouth. S'il prend le choix ESSEC, la durée totale du programme va être de 4 ans, dont 1 an et demi en France. Et au bout de ces 4 ans d'études, il aura 2 diplômes, un diplôme de l'ESA et un diplôme de l'ESSEC. Son diplôme sera équivalent à un Master 1 parce qu'il aura tout simplement validé 240 crédits ECTS. Pour l'étudiant qui va préférer rester au Liban, il aura quand même accès à un semestre d'échange, soit à l'ESSEC, soit à Sciences Po. Et il aura également accès à l'ouverture à l'international, tout simplement parce que le programme est sous la direction scientifique de l'ESSEC. Nous recevons tous les mois un intervenant qui vient de l'ESSEC pour délivrer des séminaires internationaux, en plus des cours en continu que les étudiants ont. Et ça rajoute bien sûr à la richesse de ce programme exceptionnel. Quelle ouverture! Et dites-moi pour les jeunes qui nous écoutent ce soir, est-ce qu'il y a des conditions précises d'admission? Bien sûr. Alors, nous demandons l'examen du SAT. Alors, comment ça se fait le SAT pour une université française? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'anglais dans le programme. L'anglais, c'est la langue du business. À l'ESSEC, il y a plus de 40 nationalités différentes. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont choisir le départ à l'ESSEC, plus de 80% des cours seront en anglais. Donc, c'est une des raisons, c'est une des conditions d'admission. Nous demandons également les relevés de notes à partir de la seconde et il y aura un entretien avec un jury d'admission. Ça, c'est une spécificité que nous avons parce que lors de l'entretien, on va également essayer d'entreapercevoir un peu la personnalité du candidat. On va essayer de voir ses ambitions, si le programme lui correspond ou pas. Et est-ce qu'il y a des stages qui sont requis durant cette formation? Bien sûr, il y a même des stages obligatoires. L'année dernière, nos étudiants en première année ont tous fait des stages pendant l'été. Il faut que je mentionne quelque chose, c'est que nos promotions ne dépassent pas les 30 étudiants. Ah, d'accord. Donc, l'ESA est une université à taille humaine. Donc, 30 étudiants, ça nous permet de leur donner un apport personnalisé. Et comme ils ne sont pas nombreux, à travers nos connaissances et nos relations avec les entreprises et les multinationales, on arrive à les placer dans des stages avec nos partenaires entreprises.
Très utile, n'est-ce pas? Et là, vous participez au Salon du livre francophone de Beyrouth. Vous avez votre stand. Donc, il y a des activités qui se déroulent et vous répondez aux questions des visiteurs. Alors, tous les ans, on participe au Salon du livre. C'est vraiment un événement très important du point de vue culturel. Donc, nous avons un stand à l'ESA. Ça nous permet de nous rapprocher du public libanais et des étudiants, de futurs étudiants. Ils peuvent visiter notre stand pour avoir plus de renseignements sur tous les programmes confondus, du bachelor jusqu'au DBA. Cette année, nous avons également un étudiant en bachelor qui a publié un livre. Ah oui. Donc, ça nous a fait un grand plaisir de le soutenir ici au Salon du livre. Et de vendre son livre sur le stand. Excellent. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. J'étais absolument ravie. La peau d'une sultane encore humide sous mes mains. Je veux sentir les flammes de leur désir jusqu'au matin. Je veux que sous mon charme, elles se sentent bien. Je veux que l'on me serve encore des bouteilles de vin. Verser-les sur leur corps, que je les boive sur leur sein. Donc maintenant, avec un livre voyage, nous allons voyager. Mon activité préférée, comme vous le savez. Bonsoir Carla Chami-Sayad. Bonsoir. Quel plaisir que de vous recevoir pour parler de voyage, cette passion que beaucoup de personnes et de téléspectateurs ont. On va parler de vos carnets de voyage. C'est vraiment un ouvrage que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle In Beyrouth. Oui, tout à fait. Et qui a remporté le prix du carnet de voyage international à Clermont-Ferrand en 2016. Oui. Parlez-nous un peu de l'idée de cet ouvrage. C'est un carnet de voyage. J'ai été 1 an, j'ai marché dans Beyrouth et j'ai dessiné, sketché tout ce qui pour moi était Beyrouth. Donc il y avait des palais, il y avait des maisons, des résidences. Là on voit, nous sommes à Jumeizeh. C'est joli. Parfois je mets l'ancien avec le nouveau. Très j'ai fait beaucoup de recherches. Et ça, c'est des sketchs, on appelle ça du sketch? Ça, c'est des esquisses de l'urban sketcher. Oui. Donc, je vais avec mon carnet, je marche, je m'installe, je fais mon croquis, je mets l'aquarelle et ensuite donc vous êtes artiste peintre? Je suis artiste peintre. Et cet ouvrage, c'est surtout donc, ces esquisses-là? Oui, tout à fait. Avec un peu de texte. C'est sur Beyrouth. Oui. Excellent. Pourquoi Beyrouth? C'est votre ville à vous? Sûr, évidemment. Moi, j'avais fait avant beaucoup de carnets de voyage. J'ai fait beaucoup de carnets, notamment sur l'Afrique du Sud, sur le Sri Lanka. Durant tous mes voyages, j'ai fait des carnets de voyage. Ensuite, je me suis dit sûrement que je devrais faire sur Beyrouth. Là, on voit l'original, c'est joli comme tout. Donc, toutes vos esquisses, donc les originales. Celui-là, c'est mon carnet qui a été avec moi partout. Excellent. Et puis là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet article-là que j'ai trouvé dans donc, le National Geographic Traveler, Beyrouth. Ils avaient vu mon livre et ils avaient beaucoup aimé. Donc, ils ont fait un article sur moi, sur mes travaux dans le National Geographic. C'est excellent. Quel défi pour un Libanais de participer et surtout, à cette revue. Puisque mon carnet il a eu le prix du carnet de voyage international. Je suis la première artiste, le premier Libanais à avoir eu ce prix-là, qui est un prix vraiment prestigieux, donc, qui a été donné à Clermont-Ferrand. Donc, il y a eu beaucoup de médias qui m'ont contacté pour faire une interview sur Beyrouth et sur mon carnet de voyage sur Beyrouth. Et ça vous donne des idées pour continuer? Qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement. La suite, maintenant, il y a une suite qui va paraître peut-être en été. Ça va être une région du Liban. Et sûrement, puisque j'aimerais bien donner dans mes livres, dans mes carnets, l'image de ce Liban, de ce Beyrouth, la belle image. Parce que souvent, dans les médias à l'étranger, on croit que c'est la guerre, on croit... qu'il y a une image négative finalement. Voilà, tout à fait. Donc moi, à travers mes livres... C'est le beau Liban qu'on va transmettre. Voilà, quelle fierté. Montrer Beyrouth. Bravo. Et merci beaucoup. Je pense que je vais bientôt vous interviewer dans Voyage. On va parler de voyage, vous et moi. Merci, j'y serai. Merci pour votre présence sur notre plateau. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que cette émission très dense d'Ensemble au Salon prend fin. N'oubliez pas de venir ce soir, demain et dimanche. Tous les auteurs que vous aimez sont là. Éric Emmanuel Schmitt va passer une très belle rencontre avec vous à 19h30, puis une signature. Et tous les grands auteurs que vous aimez sont là seulement jusqu'à dimanche. Donc venez nombreux et rendez-vous demain à 17h. Au revoir. Il laisse l'emporter l'ivresse et son cœur n'a de cesse de taire ses faiblesses.